merci pour l'invitation qui m'est faite et je suis doublement honoré puisque d'une part on me demande d'intervenir devant vous et d'autre part j'ai l'honneur d'initier une nouvelle activité, celle du café pédagogique. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Voilà, j'ai choisi ce thème parce que c'est un thème apparemment très restreint et en même temps c'est un thème qui ouvre sur ce qu'on pourrait appeler les politiques publiques. Que doit-on faire pour essayer de mieux enseigner, d'obtenir de meilleurs apprentissages chez les élèves? Quelles mesures peut-on essayer de prendre? Et je vais essayer de vous montrer pourquoi on s'est posé cette question depuis quelques années, il n'y a pas très longtemps. En fait, on avait, d'un certain point de vue, répondu à cette question sans même se la poser depuis le début du XXe siècle. Et maintenant, on se la pose d'une manière extrêmement sérieuse pour des raisons que je vais évoquer et qui tiennent aux inégalités. Et plusieurs solutions s'ouvrent. Parmi ces solutions, certaines ont déjà été adoptées, parfois de manière très intuitive, et ont conduit à la mise en place de politiques publiques, mais très peu de ces politiques publiques ont été évaluées, ce qui pose un véritable problème, notamment de comparaison, lorsque on envisage de mettre en place d'autres types de politiques, d'autres types d'activités. Donc je vais essayer de vous présenter ça. Je n'ai pas du tout la possibilité d'être exhaustif. Nous avons peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes, pour que nous puissions discuter ensuite. Donc j'ai fait le choix de poser les problèmes, d'illustrer parfois très rapidement. On pourra revenir à travers des questions sur des points précis, mais mon objectif ici n'est pas de fermer le débat en vous disant voilà ce qu'il faut faire, mais plutôt d'ouvrir des éventualités. Voilà, et merci d'avance pour votre attention. Donc pourquoi d'abord se pose-t-on cette question depuis quelque temps? Voilà deux raisons. Il y a maintenant plus d'un siècle qu'on a mis en place les scolarités obligatoires et plus d'un siècle qu'on a mis en place des politiques publiques visant à, sinon réduire les inégalités, tout au moins assurer que tous les élèves, ou presque tous les élèves, puissent parvenir au plus haut niveau possible, correspondant au maximum, c'est ce qu'on espère, de leur capacité. Et le constat qui a été fait dans les années 1980-1990, quand on a commencé à lancer les grandes évaluations internationales, ce constat a fait apparaître l'existence d'inégalités et apparemment, non seulement ces inégalités ne se réduisaient pas avec la scolarisation, mais elles tendent même à augmenter. Voici une illustration, il y en a des centaines. Vous avez ici les âges d'élèves entre 6 et 12 ans. Vous avez les revenus des ménages qui sont les ménages dans lesquels les enfants naissent et vivent. C'est très sommaire, mais vous voyez la grande difficulté. Ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas sur le tableau blanc. La grande difficulté, c'est que vous avez des inégalités ici qui posent déjà problème, puisque ça signifie qu'à l'entrée de l'école élémentaire, il existe déjà des inégalités. On pourrait penser que les systèmes scolaires vont, sinon réduire, tout au moins ne pas augmenter ces inégalités. Or, vous voyez que ces inégalités tendent à augmenter, et cette augmentation, elle est associée aux différences de revenus. Donc, ceci est un problème qui est apparu très nettement à travers tous les systèmes éducatifs. Mais il y a des systèmes éducatifs qui sont plus efficaces, qui, en tout cas chez lesquels l'amplitude des différences est moindre que dans d'autres pays. Par exemple, alors vous avez ici, je n'ai pas le temps de détailler, mais il faut que vous sachiez qu'il y a
désormais une foule de recherches au Canada, en Angleterre, surtout en Angleterre, en Suisse récemment, en Islande, en Irlande, qui mettent en évidence ces inégalités. Une chose qui était inattendue pour les chercheurs, c'est qu'on savait que ces inégalités existaient au plan du langage, mais on ne se doutait pas qu'elles étaient aussi importantes, y compris en mathématiques. Donc, on s'est aperçu que ces inégalités valaient pour les mathématiques et même qu'elles pouvaient atteindre un niveau peut-être plus élevé et donc, d'un certain point de vue, plus problématique. Et si vous voulez, ceci a conduit les économistes, et pas du tout les psychologues, et pas du tout les pédagogues, à poser le problème. Ce sont les économistes qui ont le mieux abordé ces questions, et ils ont proposé qu'on repense les politiques de scolarisation. Et ils l'ont fait d'une manière qui est caractéristique des économistes en termes de retour sur investissement. Alors ça peut paraître barbare, mais regardez, c'est pas si idiot que ça. Imaginez que vous ayez 1 euro ou 1 dollar à investir. Où allez-vous mettre cet euro ou ce dollar? Est-ce que vous allez le placer, par exemple, dans la formation continue des adultes? Si vous le faites, vous aurez un très faible retour sur l'investissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pour d'autres raisons. Est-ce que vous allez le mettre dans l'école élémentaire? Vous aurez un retour sur investissement, certes. Mais si vous voulez un effet plus intense, un levier plus fort, alors il faut investir sur le préscolaire. C'est-à-dire que c'est financer le préscolaire dont on peut penser qu'il pourrait contribuer à réduire ces inégalités de départ et donc contribuer d'une part à la réduction des inégalités, mais aussi contribuer à la réussite de tous. Voilà le raisonnement qui a été tenu. Et donc, si vous voulez, la question qui s'est posée, c'est peut-on le faire et comment peut-on le faire? En d'autres termes, on est passé du constat et d'une proposition générale à la question de l'opérationnalisation. Comment faire? Comment mettre en place des interventions précoces? Et bien sûr, puisqu'on est économiste et que ce sont les économistes qui ont lancé cette idée, comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer l'efficacité de ces investissements? Est-ce que les retours que l'on aura seront conformes à ce qui est attendu? Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est l'année Bruegel. Vous voyez, sur les jeux des enfants. Donc, ici, vous avez au moins 3 voies qui sont dans la littérature, dans l'éventail des possibilités pédagogiques. C'est un peu caricatural, mais ça reflète, je l'espère, assez bien les possibilités. Vous avez les jardins d'enfants. Les jardins d'enfants, qui je pense sont probablement privilégiés en Finlande, qui sont l'émanation des travaux de Froebel, hein, tous ces Rousseau aussi, pense qu'il faut mettre l'accent sur la socialisation, la maturation, laisser les enfants, au fond, parvenir à un certain niveau par eux-mêmes pour qu'ils soient mieux en mesure d'intégrer les apprentissages. Au fond, c'est une vision très optimiste, très rousseauiste de ce qu'est le développement. On va, au fond, éviter de forcer l'apprentissage en préférant attendre que les enfants aient atteint un certain seuil de maturité sociale, cognitive, pour intervenir. Une deuxième façon de penser cela, c'est l'approche de type Montessori. On pourrait la penser équivalente à la première. Or, elle ne l'est pas parce que l'idée de Maria Montessori, dont je rappelle qu'elle était médecin et qu'elle s'intéressait aux enfants les plus pauvres, parce qu'elle, justement, elle s'attaquait déjà à la question des inégalités. Elle pensait que ces enfants étaient dans des environnements qui ne leur offraient pas les opportunités leur permettant de se développer. En fait, aujourd'hui, on pourrait traiter ça en termes d'interaction entre génétique et environnement.
Et de ce point de vue-là, elle était visionnaire. Donc, elle va concevoir des activités qui sont tellement contraignantes. Ce sont des jeux, bien sûr. Les enfants peuvent s'y livrer de manière relativement libre, mais ces jeux sont tellement contraints, ils sont tellement bien organisés qu'en fait, ils visent à induire des apprentissages précis qu'on appellerait aujourd'hui implicites. C'est-à-dire les enfants acquièrent des savoirs et des savoir-faire sans même être conscients de ces acquisitions. C'est donc une position très particulière. Et puis, il y a une troisième position qui, au fond, considère qu'on peut placer les enfants, même très jeunes, dans des environnements scolaires. C'est-à-dire, on crée des écoles. Et c'est toute la tradition des écoles maternelles qui, il y a quelques 50 ou 60 ans, n'existait en fait qu'en Italie, en France et peut-être dans un ou deux autres pays. En tout cas, ici, l'idée, c'est bien d'offrir un cadre qui est un cadre scolaire avec plus ou moins des apprentissages. Je peux vous dire que, en fait, il y a eu des mouvements de balancier, en France notamment, entre ceux qui pensaient que les écoles maternelles étaient plutôt destinées à s'orienter du côté des jardins d'enfants et ceux qui considèrent et considéraient qu'elles devaient plutôt être du côté scolaire. Voilà. Alors, je voudrais illustrer ceci de quelques exemples. Je vous ai dit, je ne chercherai pas, je ne chercherai pas à fermer le débat, mais au contraire à l'ouvrir. Voilà. Vous avez un exemple, c'est le programme Head Start, mis en place aux États-Unis pour réduire les inégalités à coût de millions de dollars dans les années 1960. Et c'est un programme qui va toucher 500 000 enfants qui sont très défavorisés. On va construire des programmes de télévision destinés aux enfants et comme on fait, parce que on investit des dollars et qu'on cherche des retours sur investissement, on va évaluer. Et c'est assez génial parce qu'on va suivre des cohortes d'enfants pendant 30, 40, 50 ans. À la fin, c'est plus des enfants d'ailleurs. Et donc, ici, on a pu observer que les enfants qui, très jeunes, dès 4 ans en fait, étaient placés face à des émissions de télévision, mais dans des conditions qui parfois devaient être assez particulières. Par exemple, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce point, mais ce n'est pas les mêmes résultats selon que les parents suivent les émissions en même temps que les enfants, ou selon que les enfants les suivent tout seuls. Et l'efficacité est surtout marquée lorsque les parents sont à côté, autrement dit, lorsqu'il y a un accompagnement. Et dans ce cas-là, si vous voulez, on a cherché quelles étaient les incidences de ces modalités d'intervention. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a une efficacité à court terme, à l'entrée à l'école élémentaire, puis l'année suivante, et puis un peu plus, un peu moins encore l'année suivante, et puis cet effet disparaît. Il se dissipe. Alors peut-être parce que l'école ne contribue pas à poursuivre la réduction des inégalités. Mais chose très importante, comme ces cohortes ont été suivies pendant 30 ans, alors on a pu observer ce que devenaient les adultes qui avaient ou non suivi ces activités perceptives, assistées à des émissions de télévision. Et alors, l'un des résultats majeurs, et qui pose tout le problème de ce qu'est l'évaluation à long terme des effets d'une politique publique, c'est qu'il y a des effets à long terme. Et que notamment, les enfants qui ont pu suivre ces émissions régulièrement, en étant accompagnés de leurs parents, eh bien, c'est des enfants qui sont mieux socialisés, qui sont mieux intégrés, il y a moins de délinquance et les différences sont statistiquement significatives. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on a une politique publique qui a été conduite, qui ciblait une population et dont l'évaluation des effets, à un certain moment, faisait apparaître une absence d'intérêt. Donc, on aurait pu
renoncer, mais comme on a poursuivi l'évaluation à long terme, on observe des effets qui sont des effets qu'on n'attendait pas, au moins initialement. Un autre, alors, plus du tout la même échelle, 500 000 enfants d'un côté, 58 enfants, le programme PERI, qui est un programme qui était alors très ciblé sur une population très limitée d'enfants très désavantagés et pour lesquels on a mis en place des activités spécifiques, je ne détaille pas, mais qui sont des activités liées au langage, liées à l'arithmétique, liées à, etc. Et on a suivi les courbes d'évolution de ces enfants, vous voyez, par rapport à un groupe contrôle, alors avec un appariement, je dirais pratiquement parfait. On a pris des enfants contrôle de même âge, de même sexe, de même type de milieu familial. Et vous avez ici les deux courbes, avec la courbe des enfants contrôle, voilà, donc eux qui vivent leur vie, je dirais, sans intervention spécifique, et ce groupe PERI, dont vous voyez qu'il progresse très très vite et très fortement, qu'il continue à être à un très haut niveau, puis on voit, un peu comme on l'avait tout à l'heure, une baisse à 6 ans et à 7 ans, et ensuite les courbes se rejoignent. Autrement dit, il y a une dissipation des effets. Vous voyez, pour une politique publique, ça signifie qu'on a un effet à court terme, à moyen terme, mais pas d'effet à long terme. Alors, on n'a pas ici le même suivi à long terme, et peut-être qu'on l'aura, sûrement d'ailleurs, mais pour l'instant, on n'a pas les résultats. Donc, si vous voulez, je viens de vous présenter deux types d'activités qui sont une réponse, une tentative de réponse. On peut maintenant s'intéresser à l'école maternelle. Donc, l'école maternelle, c'est une situation très particulière. C'est une interface entre la famille qui s'occupe de l'enfant et l'école qui s'occupe de l'élève. Et donc, il y a une cassure. C'est bien la même personne, mais à un moment, c'est l'enfant, à un autre moment, c'est l'élève. Et c'est également une interface avec l'école élémentaire. C'est-à-dire qu'on peut parfois, et on le fait, lui demander de préparer l'école élémentaire. Par exemple, une des questions vives qui est restée pendant très longtemps d'actualité en France, qu'on avait tranché, sur laquelle on est peut-être en train de revenir, c'est est-ce qu'à l'école maternelle, on doit préparer l'apprentissage de la lecture? Ouais, question à la fois très simple et en même temps très complexe. Est-ce que l'école maternelle a pour vocation déjà d'introduire ou d'induire ou de faciliter les apprentissages? Voilà. Ce qu'on lui assigne comme objectif, c'est d'infléchir les trajectoires du développement. On cherche à atteindre déjà des objectifs ou à préparer l'atteinte des objectifs ultérieurs. Et donc, ça suppose qu'on ait une assez bonne vision du futur attendu et des objectifs implicites. Par exemple, la socialisation fait partie des objectifs implicites ou des objectifs explicites. Par exemple, apprendre les mathématiques fait partie des objectifs explicites. Donc, il y a toute une série de discussions qu'on pourrait avoir ici. Voilà. Est-ce que l'école maternelle est efficace? Est-ce que ça fait quelque chose? Alors, il y a eu, je passe très vite sur cette diapositive, elle s'appuie sur des données relativement anciennes au moment où la scolarisation à 4 ans n'était pas parfaite. Donc, on avait des enfants scolarisés et d'autres qui ne l'étaient pas. Même chose à 3 ans, et on pouvait donc comparer les deux populations. Aujourd'hui, c'est impossible puisque tout le monde suit l'école maternelle à 3 ans, à 4 ans. Et on avait observé une baisse des renouvellement. Vous voyez, on avait observé une meilleure réussite au baccalauréat, mais on avait observé aussi un maintien, voire un accroissement des inégalités. Et ça, c'est un vrai problème. Des mises en place récentes ont été faites dans le Royaume-Uni, par exemple. Ici, vous avez un travail extrêmement intéressant qui a été réalisé par une économiste en Royaume-Uni et dans laquelle on s'est intéressé à déterminer sur de très grandes populations les poids respectifs de la famille et de l'école sur
le développement de la littératie et de la numératie. Et ce que vous voyez, et je passe très rapidement, c'est qu'en fait, le poids de la famille reste extrêmement important, même quand les enfants sont scolarisés dans des écoles qui se rapprochent des écoles maternelles. Vous voyez qu'on a des effets du revenu, des effets de l'éducation de la mère, de l'éducation du père, le statut socio-économique. Et puis, on a un effet de l'école maternelle, et vous allez voir, c'est dans cette orientation qu'on s'est orienté, c'est dans cette direction qu'on s'est orienté. Voilà par exemple un travail très récent qui vient d'être publié, dans lequel, vous voyez, en Angleterre, on a mis en place une instance d'évaluation des expériences pédagogiques. C'est, à ma connaissance, le seul pays qui ait fait ça. C'est comme si on avait centralisé toutes les expériences qui ont lieu. Et ici, on s'est intéressé, vous voyez, à 3000 élèves répartis aléatoirement dans beaucoup de centres préscolaires, plusieurs régions. On a recruté des enfants à 3 ans et on les a suivis jusqu'à 11 ans. Donc, on est déjà sur une orientation de type politique publique pour essayer de déterminer si on peut mettre en place des activités dont les effets ne seront pas simplement des effets à court ou à moyen terme, mais des effets à long terme. Et il faut que vous sachiez que le suivi de ces cohortes va se poursuivre et qu'on aura bientôt des résultats à 20 ans, à 30 ans, etc. On a regardé le langage, on a défini un indice, plutôt que de prendre les indices classiques des économistes, à savoir le revenu ou l'éducation des parents, on a défini un indice sur l'activité d'apprentissage dans l'environnement de l'enfant. Et vous voyez, on a évalué, puisque des enquêtes ont été faites auprès des familles, quelles activités étaient conduites dans l'environnement familial. Et on a pu ainsi avoir un indice qui n'était pas seulement un indice d'économiste ou de sociologue, mais un indice de prise en charge des enfants. Ce qui est évidemment quelque chose qui est très corrélé au revenu, très corrélé au niveau d'éducation des parents, mais qui ne recouvre pas totalement ça, puisqu'on trouve par exemple dans des familles ouvrières, parfois très pauvres, un souci de prendre en charge l'éducation des enfants et d'investir dans cette éducation avec l'idée que c'est un investissement pour le futur. Voilà, ce qu'on n'avait jamais vraiment testé jusqu'à là. Voilà, et vous avez quelques résultats, puis je m'arrêterai là, qui sont assez intéressants. Par exemple, ici, ils ont évalué la qualité des écoles maternelles. Alors, est-ce que le fait de placer des enfants en école maternelle induit par rapport à un groupe contrôle une amélioration des performances en langue et en mathématiques? Vous avez ici, vous voyez, la relation, la corrélation entre la qualité de l'école maternelle et puis pas les progrès, les performances à 11 ans. Autrement dit, plusieurs années plus tard. Et il y a un effet à long terme. C'est évidemment une information précieuse pour une politique publique. Voici maintenant une autre information. Attention, cette fois, ce n'est plus les performances, c'est les progrès. Autrement dit, c'est la différence entre un niveau initial qui a été défini, par exemple, à 5 ans, et un niveau ultérieur qui est défini à 11 ans. On va regarder le delta. Et on montre que ce delta, il dépend à la fois, il dépend de la qualité également des écoles, hein, avec la même type de relation que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, dernière chose, quelque chose de plus sophistiqué, quelle est la relation entre ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant et ce qui se passe dans l'école maternelle? Soit pas d'école maternelle, soit une école maternelle de qualité faible ou moyenne, soit une école maternelle de grande qualité. Autrement dit, ici, on cherche à répondre à une question qui est une question terrible. Est-ce qu'il y a un effet Mathieu? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont déjà privilégiés dans leur milieu familial
vont être ceux qui, dans un cadre scolaire généralisé, vont aussi bénéficier le plus de l'école maternelle. Autrement dit, est-ce qu'au lieu de réduire les inégalités, on risque d'amplifier ces inégalités? Vous voyez, et ça, c'est aussi un problème de politique publique, puisque ça va amener à s'interroger sur un point, est-ce qu'on doit généraliser l'école maternelle, si on la met en place, ou est-ce qu'on doit la réserver à des sous-groupes d'enfants pour lesquels il est nécessaire d'apporter des environnements enrichis. Voilà. Et donc, vous avez ici quelques conclusions très simples. On a des améliorations liées à la présence des écoles maternelles. Pour les écoles Montessori, dont je n'ai pas dit grand-chose, mais c'est parce que les évaluations dont on dispose aujourd'hui sont insuffisantes. Il y a des évaluations en cours et on en saura plus dans quelques mois. Donc, on n'est pas évident qu'on ait une réduction des inégalités. En revanche, on a des effets sur l'ensemble de la population. Et est-ce qu'il faudrait mettre en place des dispositifs spécifiques pour certaines populations? Est-ce qu'il faudrait s'intéresser à la stabilité? Est-ce qu'il faudrait poursuivre à l'école élémentaire? Ça, ce sont des questions qui subsistent. Et j'ai terminé avec des objectifs qui mériteraient d'être différenciés et qui ne l'ont pas été jusqu'alors. Est-ce qu'on assigne, par exemple, à l'enseignement préscolaire ou aux interventions préscolaires le fait de prévenir les échecs? Est-ce qu'on leur assigne le fait de pouvoir traiter les difficultés? Ou bien est-ce que déjà on s'intéresse à des procédures de remédiation? Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose et les réflexions sont aujourd'hui en train de se faire sur ces questions-là. Je vous remercie. Attends, il faut que je reste encore au même endroit. C'est pour la vidéo, en fait. Oui, je sais bien. Ah, je vous en prie. Vous avez parlé de différents systèmes scolaires. En Finlande, nous avons beaucoup d'écoles Steiner. Est-ce que ces écoles Steiner sont quelque chose que vous avez en France ou est-ce que vous avez entendu parler? Non, mais vous allez m'expliquer. Vous allez m'expliquer. Je vais y arriver. Les Waldorfschulen, on appelle ça en Allemagne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les Waldorfschulen. Les Waldorfschulen. Vous connaissez Rudolf Steiner? Je crois que, mais pas suffisamment pour avoir pour donner une opinion fondée. Oui, donc, alors expliquez-moi, qu'est-ce qui caractérise ces écoles? Je ne les connais pas très bien, mais je sais que, disons c'est un programme qui met un grand accent sur la créativité des enfants. Ils fabriquent eux-mêmes leurs manuels. Oui. Ils travaillent beaucoup avec les mains. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de technologie moderne, même de nos jours. Dans leur enseignement, il y a beaucoup de danse, il y a eurythmie, ça s'appelle les donc des choses tout à fait différentes de notre système normal. Mais j'aurais aimé avoir des idées sur leurs résultats parce que oui, moi aussi. J'ai vraiment l'impression qu'en Finlande, nous avons quand même, je crois, une vingtaine de ces écoles dans le pays. Alors mais prenez... je ne sais pas pourquoi oui, ça n'intéresse pas nos autorités. Mais est-ce que vous avez un ministère? Oui, Attendez. Vous allez voir, ma question, elle est très simple. Est-ce que votre ministère collecte les données des élèves au fur et à mesure qu'ils avancent dans la scolarité? Je ne crois pas vraiment être en... Vous croyez? Oui. Parce que vous participez quand même à PISA, à Pearls. Et donc, vous avez forcément ça. Alors, si vous avez ça, c'est assez facile. Il faut que quelqu'un finance une thèse Oui. qui collecte les données
d'une cohorte d'enfants suivis, et il faut faire un groupe contrôle qui soit apparié, et ça ne pose aucun problème. Si vous avez une vingtaine d'écoles, vous trouverez facilement une trentaine ou une quarantaine d'autres écoles. En fait, vous voyez, moi je n'ai pas la réponse, mais on sait comment obtenir la réponse. Oui, oui, je sais évidemment que ces élèves passent très bien leur baccalauréat, mais ils ont besoin d'une année de plus pour le faire. Parce que le système trouve qu'il faut qu'ils apprennent à s'épanouir d'une manière un peu plus diverse que dans notre système normal. Mais vous voyez, il y a par exemple, dans les suivis de cohortes aux États-Unis, il y a quelque chose que nous ne faisons pas assez en Europe, c'est le suivi dans l'insertion sociale et professionnelle. Eux se sont intéressés à ça. Par exemple, dans le suivi de Sesame Street et du programme Head Start, ils sont allés voir si les enfants qui avaient suivi ces programmes avaient aussi, au moment de leur intégration professionnelle, des avantages, une meilleure intégration, s'il y avait moins de déviance, autrement dit, s'ils arrivaient mieux à organiser leur vie. Et c'est une question importante par rapport à des écoles qui semblent viser des objectifs assez différents par rapport aux écoles plus traditionnelles. Et donc, ça vaudrait la peine de regarder, et ça, vous avez probablement ces statistiques quelque part. Je peux encore poser une question? Oh, mais je vous en prie. Vous avez parlé de Head Start. Oui. Est-ce que c'est une expérience qui est terminée? Non. Non, ça continue. Donc. Non. Alors, Head Start, c'est compliqué parce qu'il y a eu, dans les années 1960, l'idée qu'à travers la télévision, on allait pouvoir, au fond, réduire les inégalités parce que c'était séduisant, parce que ça arrivait au domicile des enfants et des parents, et donc on n'avait pas besoin de construire un appareil scolaire à côté. Vous voyez, et oui, et c'était fédéral, c'est-à-dire ce n'était pas des opérations liées à des États. Vous voyez, le programme Perry, c'est un État, et vous en avez d'autres. Abécédarian, c'est aussi un État. Peut-être que maintenant c'est devenu une opération fédérale. Et là, vous avez cette caractéristique des États-Unis d'avoir soit des programmes qui sont généraux, c'est l'État fédéral, soit des programmes qui sont liés à des États. Et d'ailleurs, ça présente pour l'éducation d'énormes avantages, puisqu'on a des États qui choisissent des politiques publiques différentes, et donc on peut évaluer l'effet de ces politiques publiques. Par exemple, on parlait hier des États dans lesquels on a introduit la dactylographie dès le cours préparatoire, et donc les enfants n'écrivent plus, n'utilisent plus l'écriture manuscrite, alors que dans d'autres États, on maintient cette écriture. Grâce aux États-Unis, peut-être, j'espère, pas malheureusement pour certains élèves, on pourra comparer les effets à court terme et peut-être qu'on ne pourra jamais à moyen terme parce que peut-être ce sera abandonné. Vous voyez ? Mais en tout cas, il y a cette espèce de possibilité qui n'existe pas ni chez vous ni chez nous parce qu'on a des politiques publiques et que ces politiques publiques contraignent quand même assez fortement ce qu'on peut faire avec les enfants. Il y a aussi les chiffres, n'est-ce pas? 5 millions, c'est différent de 320 millions. Oui, c'est vrai, mais on pourrait avoir, vous voyez, on pourrait imaginer des comparaisons entre l'Europe, c'est aussi des pays différents, et donc vous avez probablement une diversité qui est aussi importante entre les pays européens qu'entre les États américains. Est-ce que j'ai répondu? Très bien. Oui, j'ai une question. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que c'est très éclairant, au moins pour moi et sûrement pour d'autres. Je voudrais revenir justement, parler juste à la fin de la formation des enseignants à ça. Oui. Quelle est la politique publique? Que fait un gouvernement, un État? Que fait aussi, je sais pas, une formation universitaire pour préparer les enseignants à ce type de travail, c'est-à-dire à avancer l'âge? Oui, alors rien. Oui, c'est ce que j'ai vraiment compris. Mais il y a des États
qui ont des politiques publiques extrêmement développées. Par exemple, alors je ne connais pas tous les pays. Ma spécialité, ce n'est pas ça, mais on pourrait le devenir. En fait, il suffirait de prendre la littérature. Il y a toute une série de publications. Simplement, la vie, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine, etc. Donc, il faut faire des choix. Mais par exemple, c'est intéressant de regarder Singapour. Singapour, c'est un petit pays dans lequel les scores en mathématiques sont extrêmement élevés. Ces scores en mathématiques, on pourrait penser qu'ils peuvent être liés à une sélection génétique. Hein. Il y a une composante génétique partout, mais surtout, on peut penser qu'il y a une façon de concevoir l'enseignement des mathématiques qui est spécifique. Or, quand on regarde ce que fait Singapour, on s'aperçoit que, d'abord, ils ont mis des années à élaborer leur programme. Cette élaboration de programme s'est faite en faisant travailler de manière systématique et sur plusieurs années des chercheurs et des enseignants. Les dispositifs qui ont été élaborés ont été mis en place dans les classes. De manière régulière, les enseignants impliqués dans cette mise en place sont revenus et reviennent à l'université et rediscutent des effets des exercices, des activités mises en place et contribuent à les améliorer. C'est-à-dire qu'on a une formation des enseignants qui est une formation dynamique au fur et à mesure et qui s'appuie à la fois sur des travaux de recherche et sur des activités pédagogiques. Je vous en prie. Je connais assez bien le système de Singapour, mais là, il y a évidemment une différence. Ce qui est très important, c'est A, qu'il exige que les élèves travaillent, B, il y a des effectifs, des heures consacrées à la mathématique qui sont doubles, par exemple, comparé à la Finlande. Oui, mais il y a des heures destinées à la formation des maîtres, leur formation initiale d'abord, et la question qui m'était posée était sur la formation des enseignants. Oui, alors, oui, je ne dis pas du tout que je ne conteste pas ce que vous dites. Je réponds sur la formation des enseignants. On a à Singapour une formation des enseignants, qui est une formation qui allie une formation théorique de très bon niveau, une formation pédagogique de très bon niveau, des interactions entre les deux, et surtout, on ne se contente pas d'une formation initiale, on a une formation continue tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'échanger, de discuter les réactions des élèves, d'adapter les exercices, et ça, c'est la réponse. On a quelques pays dont la politique publique consiste à améliorer la formation des enseignants en étant convaincu que cette formation des enseignants rejaillira sur les progrès des élèves. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que vous dites. Bien sûr qu'il y a plus d'heures, mais peut-être que justement, un jour, au lieu de s'intéresser uniquement au nombre d'heures, on pourrait regarder, vous savez, c'est une régression simple en statistique, si le nombre d'heures et les performances en mathématiques sont liées de manière linéaire. Et peut-être qu'on découvrirait que c'est trop et qu'il faut se ramener à un horaire. Il y a pas mal de choses pour lesquelles on trouve des choses. Par exemple, quand on fait des expériences d'intervention, il y a des synthèses récentes qui ont été faites sur ce plan. On montre que les interventions très longues ne sont pas très efficaces. Que c'est plutôt des interventions de style 6-8 semaines. Vous voyez? Alors, peut-être que c'est lié à des conditions particulières, mais dans plusieurs des travaux de recherche que j'ai lus ces derniers mois, c'est un résultat récurrent. Et ça pourrait amener à penser que l'esprit humain, c'est un esprit qui, y compris celui de l'enfant, c'est un esprit qui a besoin d'être alimenté, d'être sollicité avec des innovations, mais qu'il y a un moment où cet esprit doit pouvoir, en quelque sorte, s'arrêter, se reprendre, revenir sur ce qu'il a déjà appris. Et ça, c'est toute la réflexion sur, par exemple, les vacances. Est-ce qu'il y a des rythmes?
Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir des activités créatives à certains moments qui permettraient de moins faire certaines choses? Là-dessus, on est très mauvais. Tous, absolument tous. C'est-à-dire qu'on a une réflexion qui est une réflexion d'apprentissage chez l'adulte et pas une réflexion d'apprentissage chez l'enfant. Quel est justement l'effet des vacances Alors, l'effet des vacances, il y a, oui, je vous avais présenté une diapositive que j'ai enlevée parce qu'elle était. Il y a une baisse de performance. Vous prenez un élève dans n'importe quelle classe. À la fin de l'année scolaire, en juin, chez nous, vous faites une évaluation. Et puis, vous reprenez les mêmes élèves et vous faites une nouvelle évaluation à la rentrée, mettons en septembre ou en octobre. Et vous observez qu'il y a une chute de performance. Et que, oui, mais le point le plus important, ce n'est pas celui-là. Cette chute de performance, elle est proportionnelle au milieu familial. C'est-à-dire que plus on a affaire à des enfants issus de milieux défavorisés, et plus la chute est importante. Et ça contribue à creuser les inégalités. Parce que quand le programme redémarre, il redémarre avec, en gros, une idée qui est qu'on peut démarrer à un certain niveau. Sauf qu'un certain nombre d'élèves ont baissé. Et donc, on va contribuer en fait à renforcer les inégalités. Ce qui veut dire que, par exemple, en termes de politique publique, ça a un sens de, par exemple, offrir aux enfants de milieux défavorisés des semaines d'intégration précédant la rentrée scolaire. Par exemple, une semaine, pour en quelque sorte réchauffer les apprentissages et permettre aux élèves de milieux défavorisés de rattraper le niveau qu'ils avaient au mois de juin pour pouvoir suivre le programme nouveau. Est-ce qu'il y a une différence entre, si on prend un échantillonnage en ville, dans une capitale, dans des grandes villes, et dans des sites plutôt ruraux? Alors, je ne sais pas si je peux... Je ne connais pas de travaux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Je ne connais pas de travaux qui permettraient de répondre à votre question. Je vais donc faire une réponse intuitive. Il me semble qu'inévitablement, vous aurez des différences. Parce que les enfants qui vivent en ville bénéficient de stimulations nombreuses, peut-être parfois trop nombreuses dans certains cas, alors que l'un des problèmes des écoles rurales, c'est la très grande pauvreté de l'environnement. Toujours me dire qu'il y a les plantes, qu'il y a les herbes, qu'il y a les... Voilà, je veux bien. Mais la culture d'aujourd'hui, c'est pas seulement ça. Et c'est vrai qu'on a mis en place, par exemple, je vais prendre l'exemple de la France, on a mis en place un système qui offre aux enfants, à partir d'un certain horaire, je crois que c'est 15h30, des activités différentes des activités scolaires, mais qui sont intégrées dans les horaires. Et donc, c'est assez libre. Les municipalités, les villes peuvent financer les groupes, sauf que dans une école rurale, il n'y a rien à offrir, où il y a très peu à offrir, où c'est la dame qui fait remarquablement de la couture. Vous voyez, alors une fois qu'elle les a pris pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a une perte d'ouverture et de possibilité. Alors qu'évidemment, si vous prenez Paris, ou si vous prenez Lyon, ou si vous prenez Marseille, vous avez des gens qui vont intervenir en musique, en dessin, en éducation physique. Bref, on va offrir à ces enfants, et tant mieux pour eux, une très grande richesse. Et vous aurez des effets, forcément. Forcément. Nous vivons dans un temps assez, comment dirais-je, les nouvelles technologies entrent dans la vie de tous les jeunes. Oui. Ça va créer des égalités entre les enfants qui habitent à la campagne et les enfants qui habitent en ville. Mais c'est aussi une terrible perte de temps.
Est-ce que nous en sommes sûrs? Arrivions à gérer la vie sur Internet. Je ne sais pas, Parce mais que c'est- j'ai deux réponses prises dans l'histoire. Quand on a introduit l'imprimerie et que le livre a commencé à se répandre, les gens disaient, les gens qui pouvaient penser ce genre de choses, donc les élites disaient, mais les gens, les autres, nos contemporains, ne se souviendront plus de rien. Ils vont perdre leur mémoire. Ça va être une chute terrible des apprentissages. Voilà. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous voyez, autrement dit, c'est normal que nous puissions penser que c'est une éventualité. Mais peut-être que ce que nous trouvons être du temps perdu, ça n'est pas du temps perdu. Peut-être que nos petits-enfants, en fréquentant ce type de médium, vont en bénéficier beaucoup plus que nous ne le pensons, et dans un monde dont nous sommes incapables de penser ce qu'il sera. Parce qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas... Est-ce que finalement, il ne faut pas se dire que nous sommes suffisamment équipés pour que, cognitivement et créativement, pour que, dans un futur que nous ne connaissons pas, les enfants qui manipulent leur iPhone, font des jeux vidéo, on sait qu'il y a des choses qui vont moins bien. Mais par exemple, sur l'attention, sur la capacité de faire attention longtemps, c'est plutôt meilleur. Et ça, ce sera un atout positif. Alors évidemment, après, il faudra que l'attention, elle se porte sur autre chose. Vous voyez, sur la vitesse d'exécution, hein, tous ici, là, on prend des élèves, des collégiens de 13 ans, il n'y a aucun d'entre nous qui est capable d'aller aussi vite qu'eux. Aucun. On va tous perdre sur n'importe quel jeu vidéo. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut... Moi, je ne veux ni être optimiste, ni être pessimiste. Je me dis que nous ne savons pas grand-chose. Et que ce serait sans doute une erreur de penser que tout dans ce qui est nouveau aura des incidences négatives. Et ce serait une erreur, pas seulement, je dirais pour nous, mais un manque de perspective par rapport à tout ce qu'on peut savoir dans l'histoire. Je n'ai pas dit que ça serait des incidences Vous ne l'avez pas dit négatives. fort. Mais, non, pas du tout. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'incidences et qu'on n'a que 24 heures par jour. C'est vrai. C'est ça. Mais justement, on va plus vite avec... vous vous rendez compte de ces outils, ce qu'ils permettent? Enfin, Je suis mariée avec un informaticien depuis 50 ans, donc je suis assez bien. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Mais justement, en 50 ans, vous avez dû voir que les machines qu'il utilise sont de plus en plus efficaces, vont de plus en plus vite, et que par exemple, ce sont devenus des outils qui nous permettent, enfin, regardez, consulter une encyclopédie. Pour des gens comme moi qui font de la recherche, n'importe quel article dans n'importe quelle bibliothèque du monde nous est accessible en 30 secondes. Oui, avant, il fallait aller à la bibliothèque. C'était une demi-journée pour remplir une fiche, demander un... Mais oui, moi, je me souviens, j'ai commencé comme ça. Et donc, vous voyez, alors ça a une incidence. C'est-à-dire que le stress pour les chercheurs est bien plus important qu'il y a 30 ou 40 ans. Parce qu'on exige de vous que vous connaissiez toute la littérature. Et donc, quand vous devez rédiger un article, le niveau d'attente pour passer dans les grandes revues est bien plus élevé que ce qu'il était. D'un certain point de vue, on a perdu en sérénité, mais on a perdu en accessibilité. Et on gagne plutôt du temps. On a perdu en angoisse, en sérénité, on a gagné en termes de temps. Et puis, les banques de données permettent d'aller très vite. Dans quel ouvrage je vais trouver? Vous voyez, c'est tout ça. En même temps. Le monde, c'est tout ça. Idées des autres. Et on peut voler, mais peut-être qu'un jour qui n'est pas très loin,
on aura un partage complet des nouveaux savoirs. Vous savez, en physique déjà, en physique, on n'écrit plus, en tout cas dans certains domaines de la physique, on n'écrit plus des articles individuellement. On est plusieurs dizaines ou plusieurs centaines à signer les publications, et donc c'est tout le monde qui est associé. Et les contributions individuelles semblent perdre beaucoup. Peut-être qu'on va vers un savoir généralisé. Pourquoi pas? Vous savez, le problème des éditeurs actuellement, c'est un problème très sérieux. Mais ça nous emmène assez loin. Il y a une autre question ici. Oui, puis il y a un monsieur. Allez. Sur votre premier graphe, vous montrez les inégalités dès le départ de la scolarité. Oui. Comme en Finlande, la scolarité commence un peu plus tard, à 7 Oui. ans, est-ce que c'est prendre un risque d'attendre que si en Finlande on commençait plus tôt, on pourrait avoir Alors, des inégalités c'est plus gravées. c'est possible, c'est possible. Vous avez, quand j'essaie de comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, et quelles sont les variables qui peuvent intervenir, je me dis qu'un élève en Finlande doit apprendre un système, il peut apprendre à lire très vite, il peut apprendre à écrire très vite. Les probabilités d'avoir des difficultés sont, pas infiniment, mais beaucoup, beaucoup plus faibles qu'un élève français, par exemple. Pour un élève français, il faudra des années avant d'être capable, pas trop de lire, mais enfin, il faudra 2 ans pour un élève français, là où en 1 an et en quelques mois, le problème sera résolu pour les enfants finlandais, mais surtout pour écrire de manière un peu assurée, sans avoir la peur continuelle de la qualité de ce qu'on rédige, il faudra plusieurs années. Et donc, ce temps qu'on va devoir consacrer à ce qui est peut-être culturellement important, je n'ai pas d'avis là-dessus, même si j'en ai un. Mais ce n'est pas mon objet. Ici, simplement, c'est un investissement de temps. Ça vaut la peine de raisonner comme un économiste. À chaque minute investie, le retour sur investissement est très fort en Finlande. Il est très faible en France. Vous devez mettre beaucoup de dollars dans la machine pour obtenir la même efficacité. Et évidemment, ça change la vie. Ça veut dire que vous ferez moins de mathématiques, que vous ferez moins d'arts plastiques, que vous pourrez moins aller à la piscine, ou que si vous allez autant à la piscine, alors vous allez le payer. Vous voyez? Donc, ça vaut la peine de raisonner aussi comme ça. Je ne dis pas qu'on résout tous les problèmes, mais c'est quand même des points très importants pour essayer d'imaginer des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, on est en train d'aligner tous les temps scolaires sur tous les pays d'Europe. Et pour ce qui concerne mon pays, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le temps scolaire pour un jeune Finlandais et le temps scolaire pour un jeune Français peut être équivalent, tout simplement parce que ce qui est à apprendre n'a pas le même niveau de difficulté au sens, moi je n'ai pas d'échelle de complexité, au sens de l'investissement temps qui est nécessaire pour parvenir à un certain type de performance. Monsieur. D'abord, merci de votre intervention. Je juge vraiment utile et intéressante. Ma question est une suite à la question de la dame, mais aussi c'est relié à ce que vous dites par rapport à la nécessité d'investir au niveau du prix scolaire en premier lieu. Ma question est sur ce qu'on appelle en anglais media literacy. Je crois qu'en français, le concept, c'est la littératie médiatique, qui est une notion scientifique désignant la capacité des individus, et bien entendu les enfants, à accéder à comprendre, mais aussi analyser toutes sortes de contenus au niveau des réseaux sociaux, sur Internet. Ma question est la suivante. Comment voyez-vous le rôle de la famille dans tel apprentissage, ou bien dans quelle voie, parmi les voies que vous avez mentionnées tout à l'heure, dans quelle voie peut-on
classifier ce genre d'apprentissage? Ma réponse est purement intuitive. Je n'ai pas d'idée des publications, des recherches qui ont été réalisées. Donc, je vais me contenter de raisonner. Il me semble qu'actuellement, c'est l'essentiel des apprentissages que vous évoquez est réalisé soit pas tellement dans les familles, mais plutôt entre les pères, PRIRS, les enfants de même âge, et notamment les adolescents, qui, eux, ont les mêmes équipements, un peu de choses près, les mêmes ordinateurs, les mêmes téléphones portables, et qui, en fait, en tâtonnant, découvrent des choses entre eux. Et je vais utiliser une analogie que j'ai vécue. Moi, j'ai dirigé un gros laboratoire dans lequel il y avait beaucoup de doctorants. Moi, on ne m'a jamais enseigné ni Excel ni Word. Jamais. Et j'ai appris à manipuler Excel et Word avec mes doctorants et mes post-doctorants qui, eux, entre eux, s'auto-apprenaient la manipulation de ces outils. Chacun découvrait quelque chose parce qu'ils avaient des difficultés, des problèmes à résoudre, expliquer aux autres. Et c'est comme ça qu'on a découvert les outils statistiques, les outils de gestion, du traitement de texte, parce qu'il n'y avait pas. Et il me semble qu'un jour, tout ça, ce sont des apprentissages implicites. Peu à peu, on apprend à faire, à savoir, et un jour, on cristallise ça. Mais ça a été la même chose en mathématiques, ça a été la même chose en physique, ça a été la même chose en chimie. Tout a commencé comme ça. Et à un certain moment, le savoir est devenu structurable et on a commencé à l'enseigner explicitement, à mettre en place des systèmes d'enseignement, c'est-à-dire de transmission explicite des savoirs. Et donc, il me semble que pour l'instant, et pour la plupart de ces savoirs et de ces savoir-faire, ce qui est acquis à travers des interactions, et plutôt chez les adolescents, parce que les petits n'ont pas une familiarité suffisante, et puis sans doute on essaie de les protéger de ces outils. Les adultes, alors probablement à un certain niveau, dans certaines entreprises, on a et puis certains ont atteint des niveaux de maîtrise de ces outils très élevés, mais c'est chez les adolescents que probablement tout ça se met en place. Peut-être ma question est beaucoup plus par rapport au risque qui vient des contenus qui circulent au niveau des réseaux sociaux. Comment un enfant puisse apprendre à éviter? Je comprends. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a toute une série de livres qui étaient en accès dans les bibliothèques et qui devaient être quand même des livres assez dangereux pour les adolescents et les adultes, y compris à la fin du 19e siècle. Je ne veux pas faire de la provocation. Je me dis que l'histoire nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que, de toute façon, nous n'arriverons pas à tout contrôler, heureusement, et qu'il est normal que nous ayons peur, mais que peut-être que notre peur n'est que partiellement fondée. Mais il faut surpasser cette peur. C'est vrai, vous avez raison, il y a des choses extrêmement graves. Mais enfin, il y avait des ouvrages qui traînaient dans l'Allemagne de Weimar. Vous voyez ce que c'est l'Allemagne de Weimar, hein, c'est 1932-1933 et avant 1919. Et ces ouvrages, ils ont eu un succès terrible. Je ne parle pas de la pornographie, je parle de choses beaucoup plus graves que ça. Et voilà, et on n'a pas de moyen d'empêcher ça. Alors on essaie de contrôler avec Internet, et c'est normal qu'on essaie, mais ne nous faisons pas d'illusions. Il y a toujours un obus capable de percer un blindage, et un nouveau blindage qui est capable de résister aux obus. C'est comme ça tout le temps. Pardonnez cette image. Une dernière question peut-être? Oui, ben, c'est juste pour faire une intervention avec ça, c'est très intéressant. Mais, ben, je trouve que dans un monde qui est constamment en changement, on fait heureusement face à la problématique qu'on doit constamment s'adapter, ce qui est en soi
merveilleux. Puis je pense que quand vient le temps de justement cette littératie des médias sociaux et tout ça, il en vient à développer des nouveaux champs d'apprentissage, peut-être moins se concentrer par les mathématiques et les langues, mais développer la pensée critique et la curiosité des enfants, qui leur permet de manipuler, et au lieu de construire des murs autour d'eux, les aider à construire les outils qui font en sorte qu'eux-mêmes construisent ces murs pour combattre les mauvais messages, mais aussi accéder ces technologies-là et ces interfaces-là pour développer leur propre savoir. Je peux enchaîner? Vous savez, apprendre à apprendre, tout ça. Montaigne, déjà, écrivait ça. Et vous avez raison, sauf qu'on ne sait toujours pas comment on fait. Je vous en prie. Oui, Oui, moi, quand j'écoute, je réfléchis souvent, ici et ailleurs aussi, que est-ce que c'est vraiment que le monde, on peut seulement maintenant dire que le monde est en changement constant changement, que comme si, à mon avis, ça a toujours été comme ça, non? Toujours. Oui, Mais c'est la maintenant, vitesse. C'est la C'est la vitesse. vitesse, sûrement. il y a certaines choses qui n'ont jamais existé avant, mais je trouve que le monde a toujours changé. Et quand on commence à avoir un certain âge, on commence à regarder effectivement des choses qui arrivent, qui sont neuves. On commence à regarder que oh, c'est bizarre, il faut se soucier un peu quand même. Qu'est-ce que les jeunes font là? On ne peut pas tout à fait comprendre, on ne peut pas toujours être à leur niveau dans ce sens. Et tant mieux parce que c'est eux qui vont vivre dans le monde du futur. On peut pas, on peut à la limite même pas toujours savoir comment il faut faire pour les aider. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme capacité pour vivre dans ce monde. C'est vrai. Mais peut-être que les aider, c'est éviter aussi de trop bloquer les choses. Ouais. Au fond, inhiber nos peurs. Et pour continuer, ce qui a été dit hier et ce qui a été dit par des personnes dans la salle là, sur le quota qui est exigé pour l'apprentissage d'un système orthographique tel que le français, et ce qui a été dit hier sur, par exemple, l'accentuation, et quand je pense que certains pays ont su réformer leur système accentuel comme la Grèce ou autre chose, où est-ce qu'on en est en France? Il y a toujours un refus catégorique de faire diminuer les difficultés internes à la langue, ce qui serait une part de résolution du problème. Oui, mais c'est la même chose en Angleterre. Hein. Ces deux pays considèrent que leur système orthographique, je ne parle pas de leur langue, hein, c'est pas la même chose, c'est un patrimoine. Ça a le même statut que la Tour Eiffel. Donc, il n'est pas question de modifier la Tour Eiffel. C'est une chose culturelle qu'on ne peut pas toucher. Oui, et donc, voilà. Alors, il est en train de se passer un phénomène qu'on peut juger inquiétant. J'ai personnellement alerté 2 ministres sur ça. Ça n'a rien fait du tout. Mais c'est la remarque suivante. On fait le choix, comme on n'arrive pas à obtenir que le niveau reste très bon, on fait le choix de laisser le système se dégrader. Et je trouve que ça n'est pas une politique honorable. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux faire des choix et donner des critères. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais intervenir comme maître du temps, si vous le permettez. On va remercier le professeur Fayolle pour cette intervention et pour tout cet échange. Et vous proposer aussi de les continuer pendant donc, le cocktail que je vous annonçais au début. Professeur, merci beaucoup.